Bonjour tout le monde. Alors c'est difficile de parler de la physiologie du disque intervertébral en présence d'un éminent chercheur dans la physiologie du disque intervertébral, professeur Anou. Donc moi je vais présenter ce que j'ai pu synthétiser à partir de quelques lectures, et bien sûr la discussion sera ouverte par la suite. Alors les objectifs de cette présentation, on ne va pas directement aux actualités puisqu'il faut absolument qu'on rappelle la physiologie du disque intervertébral. Et dans les actualités, alors tout à l'heure avec Dr Zrak, est-ce qu'on va parler de la biomécanique? Est-ce qu'on va parler de la médecine régénérative? Donc on va voir qu'on va parler qu'il y a quelques actualités dans la physiologie. Dans la dégénérescence discale, l'essentiel de l'actualité, c'est les mécanismes. Donc on est en train de voir les différentes voies qui donnent une dégénérescence discale à partir de l'apoptose, l'autophagie, l'hypoxie. Donc il y a plein d'actualités pour la dégénérescence. Et puis pour les voies thérapeutiques, nous allons voir que là aussi, c'est tout l'espoir de gérer cette maladie dans les diagnostics précoces. Alors, tout d'abord, pour les prérequis. Donc, on connaît tous que le disque intervertébral, c'est trois parties. C'est le nucléus pulposus, donc le noyau pulpeux gélatineux, entouré de l'anneau fibreux, et puis les plaques qui sont au-dessus, qui font en quelque sorte la tâche avec les corps vertébraux. Donc c'est pas le ligament comme on le décrivait auparavant, c'est pas un ligament qui va lier, c'est pas l'énucléation du noyau, donc ça a beaucoup changé. En vrai, on sait que c'est une vraie articulation, donc c'est une articulation semi-mobile avec une composition cellulaire et une matrice. Et là, vous avez ce schéma qui récapitule, qui fait en quelque sorte une comparaison entre l'anneau fibreux et le noyau pulpeux, avec la composition, le collagène, la partie protéique, et puis au niveau des cellules. Il y a une nette différence, puisque le noyau, c'est essentiellement le collagène type 2, alors que l'anneau fibreux, c'est le type 1. Les cellules, donc c'est peu de cellules au niveau du noyau pulpeux, et on va voir qu'il y a des actualités dans ce sens. Donc il y a des actualités, il y a encore des choses à découvrir, donc on verra par la suite. Et puis, donc les cellules, là aussi, il y a des cellules particulières au niveau de l'anneau fibreux et d'autres au niveau du noyau pulpeux. Donc ici, vous avez la disposition au microscope. Donc on a ici deux types de cellules au niveau du noyau pulpeux. Donc une cellule qui est appelée notocordale par rapport à l'origine, notocorde, et on va voir qu'il y a une autre cellule qui est aussi importante, c'est la cellule qui a changé de nom. Donc on parlait de cellules peut-être qui ressemblent à un chondrocyte. Là, on parle de nucléopulpocyte, et on va y revenir tout à l'heure. Donc vous avez les deux types cellulaires. Là aussi, on va voir les actualités tout à l'heure pour parler de la communication entre ces deux types cellulaires. Donc à côté des cellules, ici, ce sont des fibroblastes au niveau de l'anneau fibreux, donc une structure qui est fibreuse, et on a le collagène type 2, collagène type 1. La grande particularité, et sur laquelle on va revenir dans les mécanismes de la dégénérescence, c'est cette particularité de non-vascularisation. Donc les cellules du noyau pulpeux ne reçoivent pas le sang. Donc ce sont une structure qui est avasculaire. Tout le disque est une structure avasculaire. Les disques intervertébraux, les 23 disques intervertébraux qu'on a, représentent la structure avasculaire la plus importante au niveau de l'organisme. Alors ce que vous avez ici comme vaisseau, donc c'est essentiellement pour irriguer les vertèbres. Et regardez ici, c'est toute une partie de la périphérie de l'anneau fibreux qui reçoit une vascularisation, alors que le noyau ne reçoit pas de vascularisation directe. Il reçoit les nutriments et l'oxygène à partir d'un mécanisme de diffusion à travers les pores des plaques cartilagineuses. Donc ça, c'est très important.
et ça va expliquer pourquoi ces cellules vont vieillir, et ce mécanisme de vieillissement accéléré va donner la dégénérescence et la pathologie du disque. Alors pour vous parler de la biomécanique, j'ai pensé au début de mettre directement la vidéo que vous avez sur YouTube. Donc il y a 2 ou 3 vidéos qui appartiennent à l'université francophone numérique, l'université de Lyon. Donc ils ont des vidéos très pédagogiques et qui expliquent très bien la biomécanique du disque. Donc, je vous ai mis à la place de vidéos des prises d'images qui vont récapituler un peu la biomécanique, ce qu'on avait appris au cours de la première année de résidanat. Donc ce n'est pas vraiment facile à digérer. Donc ici, vous avez la partie sous forme de sphère, le noyau, qui est un fibrocartilage élastique, qui est entouré d'une vingtaine jusqu'à trentaine de lamelles, de l'anneau fibreux, avec une disposition enchevêtrée qui va donner une résistance importante. Donc cet anneau fibreux va s'écraser sous la charge, il amortit les chocs, donc il s'écrase. Et la particularité de ce noyau, qui se déforme un peu et qui ne s'écrase pas comme l'anneau fibreux, c'est qu'il est rempli de protéines. Et les protéines, vous savez que les protéines aiment l'eau. À chaque fois qu'il y a un mouvement, l'eau va rentrer à l'intérieur du noyau, donc une sorte d'hydrophilie importante pour le noyau, ce qui va donner cette sphéricité du noyau, donc une sphère qui est déformable et incompressible. Et ce noyau pulpeux, qui est incompressible, il supporte les charges et les chocs importants. Donc le disque intervertébral, par ce biais, va jouer un rôle d'amortisseur. Donc au cours de la marche, à chaque fois que vous avez une compression de faible importance, donc le noyau va se comprimer et vous aurez une sorte d'amortisseur. Il va amortir les surcharges au niveau des vertèbres. Donc il répartit les pressions entre les fibres de l'anneau. Donc le noyau favorise la mobilité des vertèbres, donc, parce que c'est sous forme d'une petite bille. Donc ce noyau va favoriser la mobilité et vous avez des mobilités axiales, des mobilités en flexion, mobilité en extension, donc avec des déplacements importants. Donc ça va expliquer les rotations axiales, les flexions, la flexion, l'extension. À chaque fois que le noyau bouge, donc c'est la bille qui bouge, donc les fibres de l'anneau fibreux vont subir des changements de direction. Donc regardez ici, entre rotation axiale d'un côté et de l'autre côté, donc le noyau qui est au centre bouge et les fibres élastiques de l'anneau fibreux changent de direction. Donc ça représente un peu la biomécanique du couple noyau et anneau fibreux. Donc là, c'est vu de haut. Donc regardez, les mouvements des fibres à chaque fois que le noyau bouge. Et là, il y a une résistance parce que les fibres de l'anneau se prolongent dans les corps vertébraux et ça va donner une sorte un système très résistant qui va lier les vertèbres de manière très résistante. Donc, lorsqu'on a une pression, l'anneau est déformable et il est élastique, il va s'écraser. Et ça dépend du sens de la compression. Si on a une compression qui va au centre, qui s'exerce au centre des corps vertébrales, donc comme montré sur cette séquence, le noyau, donc le disque s'écrase sur toute la surface parce que les pressions se répartissent sur toute la surface. Par contre, si vous avez une compression qui est latéralisée, au centre du corps, donc, par exemple en extension ou bien en flexion, donc là,
la pression ne va pas s'exercer au niveau du centre, mais il y a une partie qui est écrasée et les pressions vont être réparties de manière plus importante. Par exemple, ici en extension, la pression va être plus importante sur la partie postérieure. En flexion, les pressions vont être plus importantes au niveau de la partie antérieure. Donc les rotations, c'est la partie la plus difficile pour le mouvement, pour la biomécanique des fibres élastiques de nanofibreux, parce que à ce niveau, lors des rotations, l'anneau va se vriller. Donc les vertèbres se rapprochent et écrasent le disque intervertébral. Donc vous le comprenez mieux à l'aide d'une vidéo. Ici, ce ne sont que des séquences des prises d'écran. Mais là, on peut suivre. Regardez, ça c'est en position neutre. On commence la rotation. L'anneau va se vriller à l'intérieur et les vertèbres vont se rapprocher. Donc lors de ces rotations, les vertèbres se rapprochent et écrasent le disque. On les voit sur ces séquences. Donc l'anneau est écrasé par les pressions transmises par le corps vertébral et le noyau, lui aussi, il est écrasé par les pressions transmises par le corps vertébral. Donc l'anneau est élastique, il est déformable. Le noyau n'est pas déformable, il est peu déformable, ce qui fait qu'en s'écrasant, le noyau, il n'est pas compressible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repousser l'anneau qui va l'entourer. Donc regardez, donc, en écrasant le noyau, donc, ça tend les fibres de l'anneau. Donc il va transférer cette pression vers l'anneau. Donc le noyau, qu'est-ce qu'il fait? Il répartit les pressions entre lui-même et entre l'anneau. Et les fibres de l'anneau sont tendues. Donc on les voit ici. Puis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc il y a un retour. C'est le principe de l'élasticité. Donc ça s'étire, puis ça va se relâcher. Donc plus les fibres écrasent le noyau, plus elles limitent l'écrasement du noyau, plus elles limitent l'écrasement de l'anneau lui-même. Donc ça, c'est la biomécanique et c'est le principe de l'élasticité. Donc ils ont émis deux conclusions. C'est que, premièrement, le noyau et l'anneau forment une sorte d'unité et ils se protègent de manière mutuelle. Si le noyau est lésé, le disque, l'anneau fibreux est lésé et vice-versa. Et la deuxième conclusion, c'est qu'il y a un rôle d'amortisseur. Donc toujours dans la biomécanique, regardez l'amortisseur lors de la marche. Et là, c'est le mouvement de l'eau. Donc le mouvement de l'eau, on a parlé des protéines à l'intérieur du noyau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le noyau, il est formé de 90% d'eau. Il y a des protéines qui vont attirer la pression oncotique qui attire l'eau. Donc ils vont attirer l'eau en permanence. On va voir cette séquence. Donc elles vont attirer, donc le noyau va devenir sphérique. Lorsqu'on a une petite pression, l'exemple de la marche, donc l'eau va sortir et il va rentrer de manière rapide. Donc ça, c'est lorsqu'on a une pression faible. Lorsque la pression devient importante, l'exemple des flexions, extensions et rotations, donc la sortie va être différente de l'eau. Donc il va perdre de l'eau, le noyau va perdre de l'eau, il va s'aplatir et la mobilité des vertèbres va être réduite. Et le retour n'est pas aussi rapide. Donc c'est pas comme lorsqu'on a une pression faible, lorsqu'on a une forte pression, lorsqu'on a des flexions par exemple, lorsqu'on a des rotations, le retour de l'eau va prendre du temps. Donc la dernière particularité du disque, on en a parlé tout à l'heure, et on va y revenir aussi lorsqu'on va parler des mécanismes de dégénérescence, c'est l'absence de vascularisation. Donc sur cette vidéo, donc ils mettent que le disque n'est ni innervé ni vascularisé. Il va recevoir via la partie la plus superficielle, la plus externe de l'anneau, quelques vaisseaux, ce qui fait qu'au niveau du noyau, il n'y a pas de vascularisation directe et c'est la partie la plus vulnérable. Donc à côté de ces rappels,
Donc nous allons parler du sujet proprement dit, c'est-à-dire les actualités du disque intervertébral. Et là, j'ai choisi de vous mettre la physiologie. Est-ce qu'il y a des choses? Qui dit physiologie, dit par la suite physiopathe. La principale pathologie du disque intervertébral, c'est bien sûr la dégénérescence du disque. Et là, c'est tous les problèmes qui intéressent aussi bien le rhumatologue, le médecin spécialiste en médecine physique et rééducation, et le traumatologue et le neurochirurgien. Donc c'est une pathologie qui est multidisciplinaire et qui engendre des coûts de santé énormes, puisque c'est aux États-Unis, c'est deuxième cause c'est deuxième en matière de médico-économique. Donc beaucoup de coûts. Et là, au niveau des traitements, jusqu'à un certain moment, il n'y a eu pas d'avancée thérapeutique parce que la physiopathologie n'était pas bien comprise. On mettait le disque sur le compte de la biomécanique. Et là, on comprend que ce n'est pas uniquement la biomécanique, mais c'est à côté de la biomécanique, à côté du stress mécanique, il y a beaucoup de voies de signalisation au niveau des cellules du disque et il y a aussi beaucoup d'éventuelles voies thérapeutiques par la suite. Donc on va les voir ici. Donc concernant la physiologie du disque intervertébral, la grande actualité, c'est ce phénotype particulier au niveau de ce qu'on appelait avant les chondrocytes du noyau pulpeux. Donc tout à l'heure, on a parlé de deux entités cellulaires au niveau du noyau pulpeux. On a parlé des cellules, les grosses cellules avec des vacuoles, donc les cellules notocordales, et on a parlé des cellules qui ressemblent aux chondrocytes. Donc actuellement, il y a beaucoup d'avancées en matière d'origine de ces cellules, et ces cellules qui ressemblent aux chondrocytes, donc c'est vrai, vous avez l'aspect, ça ressemble aux chondrocytes, et là des phénotypes qui sont proches de celui des chondrocytes, mais ce qui a été découvert tout dernièrement, c'est qu'elle n'est pas, c'est pas un chondrocyte, puisqu'elle a des marqueurs spécifiques qu'on ne retrouve pas au niveau du chondrocyte. Ça, c'est très important, parce qu'il y a un lien thérapeutique. Parce qu'avant, lorsqu'on parlait de médecine régénérative, donc parmi les voies qui étaient en plein essor, c'est injecter des cellules chondrocytaires du chondrocyte articulaire. Donc lorsqu'on a découvert ça, on a découvert que la cellule au niveau du noyau n'est pas vraiment un chondrocyte. Donc cette éventualité thérapeutique d'injecter les chondrocytes, donc il y a eu un arrêt de cette voie thérapeutique. Donc elle a des marqueurs spécifiques, elle a des choses communes avec les chondrocytes, mais là aussi, donc regardez, donc les choses communes, les marqueurs, c'est pour marquer l'agrégane et le collagène, mais là aussi, en comparant le rapport agrégane-collagène avec le chondrocyte, donc il y a une différence énorme, puisque ce rapport est 2/1 pour le cartilage articulaire versus 27/1 pour cette cellule qu'on appelle nucléopulpocyte. Nucléopulpocyte, cellule du noyau pulpaire. Donc ça, c'est première actualité et qui est importante, et c'est important à développer parce qu'il y aura les voies thérapeutiques par la suite. Là aussi, donc on parlait d'origine embryologique de ces cellules, et la grande actualité, c'est que peut-être les cellules notocordales, alors vous allez suivre avec moi, au niveau du noyau, il y a deux cellules, la cellule notocordale et la cellule qu'on appelait chondrocyte. Donc avant, l'origine embryologique était très débattue. Alors sur une publication qui est toute nouvelle, faite sur des animaux bien sûr, donc on a trouvé que l'origine du noyau, des cellules du noyau pulpeux, ça dérive du notocorde. Donc ce n'est pas les deux origines différentes, mais origine commune au niveau du notocorde. Et le grand débat actuel, c'est est-ce que le nucléopulpocyte n'est pas tout simplement un changement de la cellule notocordale. Donc avant, il y avait une distinction, cellule notocordale à part et cellule chondrocyte à part. Le changement maintenant, c'est que le chondrocyte, très particulier, c'est pas vraiment un chondrocyte, c'est un nucléopulpocyte qui est différent du chondrocyte. Donc premier changement, ça on a répondu à la question. Et la deuxième question, c'est que ce nucléopulpocyte, peut-être, il serait l'évolution de la cellule notocordale
Et il y a cette publication qui montre que le noyau pulpeux dérive de la notocorde. Alors, toujours dans la physiologie, chose qui est importante, c'est la communication entre ces deux types cellulaires. La cellule notocordale et les cellules qui ressemblaient aux chondrocytes, les nucléopulpocytes. Et là, sur cet article de 2014, donc on voit deux étapes. On voit une étape avant la maturation squelettique et l'évolution, c'est-à-dire le vieillissement. Donc à partir de 14-16 ans, on n'a plus de cellules notocordales, donc les cellules notocordales disparaissent et on n'a qu'un seul type cellulaire au niveau du noyau pulpeux qui est cette fameuse cellule nucléopulpocyte. Alors ce qui a été découvert, c'est qu'il y a une véritable communication entre la cellule notocordale et le nucléopulpocyte. Donc avant la maturité, tant qu'on a les cellules notocordales, cette cellule va stimuler différents mécanismes au niveau de ces cellules nucléopulpocytes. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le maintien de l'hydratation et des propriétés mécaniques, c'est-à-dire ça va favoriser la synthèse du contenu de la matrice extracellulaire au niveau du noyau. Ça va stimuler, via des différents facteurs, la prolifération cellulaire. Et ici, vous avez un point d'interrogation, c'est qu'on sait que ça inhibe l'apoptose, la mort programmée de la cellule de nucléopulpocyte, mais on ne sait pas par quel mécanisme. Donc pour récapituler cette partie, c'est qu'avant la disparition des cellules notocordales, cette cellule communique avec le deuxième type cellulaire au niveau du noyau, et ça favorise l'homéostasie du disque intervertébral. Ça, c'est avant la maturation squelettique. Le grand changement, c'est une fois qu'il y a la maturation squelettique, on aura la disparition de la cellule notocordale, donc on n'aura plus la communication avec la cellule nucléopulpocyte, et là commence le vieillissement du disque. Vieillissement accéléré va donner la dégénérescence, ce qui fait que là, regardez le collagène type 2 spécifique du noyau pulpeux qui va diminuer, les protéoglycanes diminuent, donc on aura la fibrose, néo-innervation, on aura la dégradation et on aura l'inflammation. Donc on aura le changement du cartilage, du disque intervertébral normal à un disque intervertébral qui va vieillir, et ce vieillissement, s'il va accélérer, il va dégénérer. Alors ça, c'est très important côté physiologie. Alors ce qu'on connaissait aussi sur la dégénérescence, c'est les classifications. Et parmi ces classifications, il y a la classification de Thompson. Donc ça correspond à ça. Donc vous avez une évolution de la disparition du noyau, de la forme normale du noyau. Regardez l'anneau élastique, comment il va dégénérer. Et bien sûr, on aura les plateaux cartilagineux qui font partie de cette unité et l'os sous-chondral aussi qui va changer. Donc on aura cette classification qui va prendre en considération l'évolution du noyau, de l'annulus, du plateau cartilagineux et du corps vertébral. Donc ça, c'est des classifications anciennes. Et il y a des publications qui sont allées plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immunohistologie et l'histologie au niveau du disque intervertébral, toujours sur des animaux. Alors une publication récente, 2016, qui a détaillé de manière plus fine l'évolution. Donc ici, ça récapitule l'évolution du disque normal vers le disque qui vieillit et qui va dégénérer par la suite. Donc on aura la fibrose du noyau pulpeux. Donc ici, les cellules notocordales vacuolaires qui vont être remplacées par des cellules, les nucléopulpocytes. Ici, nous aurons le cartilage au niveau de la plaque cartilagineuse qui va s'amincir. Et la dernière modification, c'est l'évolution de l'anneau fibreux. Donc ici, cette organisation en lamelles,
Donc regardez ici, il est complètement désorganisé avec une métaplasie fibrocartilagineuse. Donc il ne va plus garder l'élasticité, il va devenir dur. Donc on a introduit un peu les prérequis. Nous avons parlé des actualités de la physio, en particulier ce phénotype particulier de nucléopulpocyte et cette communication nucléopulpocyte cellule notocordale. Et on arrive aux choses qui sont plus importantes, en quelque sorte, la dégénérescence discale. Alors la grande actualité, ce n'est pas une actualité, c'est depuis quelques années, donc c'est assez récent, c'est que c'est plus cette physiopathologie mécanique, centrée sur la mécanique. Donc le stress mécanique qui va donner la dégénérescence. Donc on a trouvé que c'est multifactoriel, donc ça se passe au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, il y a des signalisations et il y a des mécanismes particuliers d'apoptose, d'hypoxie et d'autophagie. Donc beaucoup de mécanismes nouveaux. Et la génétique prend une place importante. Donc il y a des familles qui sont plus intéressées par la dégénérescence des disques intervertébraux, et c'est une prévalence, on va la voir sur une diapo, qui va aller jusqu'à 60%. Donc la prédisposition génétique, elle est là, et vous avez ici le cercle vicieux, donc ici la biomécanique, ici ce qui se passe au niveau des cellules, et ici ce qui se passe au niveau du contenu extracellulaire, qui va diminuer en protéines et qui va donner le disque dégénéré. Donc si on prend la génétique, donc il n'y a pas uniquement un ou deux familles de gènes, mais il y a plusieurs gènes qui codent aussi bien le collagène, les protéines agréganes, il y a aussi des choses de l'inflammation, l'interleukine 1, l'interleukine 6, les principales enzymes qui vont dégrader le collagène, les métalloprotéases, et là aussi on voit le récepteur de la vitamine D qui vient aussi dans la liste des gènes qui peuvent prédisposer à la dégénérescence discale. Et vous avez à côté une autre liste moins importante. Donc c'est vraiment une interaction qui est très sophistiquée. Il y a des schémas très compliqués qui essaient de montrer comment les gènes, la nouvelle transcription des gènes pour donner la dégénérescence discale. Donc ici, la prédisposition familiale, elle est importante, et l'hérédité, elle passe jusqu'à 61% au niveau de certaines régions, en particulier au niveau du rachis lombaire. Donc c'est un véritable cercle vicieux où on aura un stress, on aura une réduction de la pression au niveau du disque, on aura une perte de cet équilibre entre le catabolisme et l'anabolisme, donc beaucoup plus de catabolisme que d'anabolisme au niveau de la matrice extracellulaire. Et ça, c'est médié par plusieurs facteurs. Donc on voit ici qu'on a aussi le tabac qui arrive. Donc tout ce qui peut donner un stress oxydatif, le diabète, le tabac, il fait partie, à côté bien sûr des facteurs qu'on connaît, des facteurs mécaniques. Donc à chaque fois qu'on a un chapitre qui traite de la physiologie et la physiopathie de la dégénérescence, on a des schémas différents qui expliquent les mécanismes multifactoriels. Et on a, à côté du stress physique et de la génétique, on a ce qui se passe au niveau des molécules, au niveau des cellules, avec les changements des molécules et des voies de signalisation. Et on a les facteurs extrinsèques. En particulier, alors la nouveauté, c'est ce stress oxydatif. Alors ce stress oxydatif, et on revient à cette notion importante, le disque intervertébral, structure avasculaire la plus importante au niveau du corps, et le noyau qui ne reçoit pas directement de sang, donc il ne va pas recevoir d'oxygène et de nutriments, il va recevoir une petite partie via la diffusion à travers les pores de la plaque cartilagineuse, ce qui fait qu'il doit vivre avec ces conditions d'hypoxie, et qui dit hypoxie dit d'autres sources de donner l'énergie, c'est-à-dire les voies non oxydatives, c'est-à-dire on aura un pH acide. Donc des conditions environnementales au niveau du noyau qui sont délétères. Donc là aussi, la notion d'hypoxie,
Donc vous avez, au niveau du noyau en particulier, vous avez la pression de l'oxygène qui est très faible. Alors il y a des facteurs particuliers, et là on a déterminé au moins 2 facteurs qu'on appelle HIF, donc Hypoxia Inducible Factors, et vous avez ces facteurs qui sont transcrits, et ces facteurs sont importants pour la survie de la cellule. Donc au niveau de la dégénérescence discale, il y a un problème d'hypoxie qui va altérer les mécanismes de survie de la cellule parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il y a peu d'oxygène au niveau des cellules du noyau fibreux, du noyau au niveau du disque intervertébral, du noyau pulpeux. Donc on a l'hypoxie et on a un autre mécanisme. Donc un environnement de cellules, pour que ça fonctionne correctement, il faut éliminer les déchets. Il faut éliminer les déchets, autrement ça va ennuyer en quelque sorte la survie des cellules. Donc il y a un mécanisme, la clairance. Donc on élimine tout ce qui est dégâts, qui est déchets des cellules. Alors cette clairance au niveau du disque intervertébral dégénéré est perturbée. C'est-à-dire que la capacité d'autophagie des cellules du noyau pulpeux, alors je vois que c'est un message qui est difficile à passer, je vais simplifier. Donc à côté de l'hypoxie, nous avons l'autophagie. Normalement, l'autophagie, les cellules à l'intérieur du disque, elles sont capables d'enlever les déchets. Plus elles enlèvent les déchets, mieux c'est pour survivre. Donc ce mécanisme au niveau du disque dégénéré est perturbé. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette autophagie et on n'aura pas la clairance optimale qui se passe au niveau du disque. Et ça, c'est en réponse à plusieurs facteurs. Là aussi, vous avez le diabète en haut, le tabac, et vous avez tous les facteurs qu'on connaît, en particulier les facteurs mécaniques, et tout ça, ça va perturber la clairance des déchets et ça va accélérer le vieillissement, c'est-à-dire ça va être source de la dégénérescence discale. Donc on arrive au stress oxydatif. Donc le stress oxydatif, on les voit dans différentes pathologies, dans la pathologie cancéreuse, pathologie cutanée, etc. Et c'est un peu à la mode dans les différents mécanismes physiopathes. Et là aussi, une publication qui est toute nouvelle, 2017. Donc vous avez à partir d'une accélération de ce stress oxydatif, j'ai le pointeur qui marque, d'accord. Donc ici, une accélération du stress oxydatif, une accélération de voies de signalisation, et là c'est toute la recherche, de plus en plus on retrouve des voies de signalisation au niveau du disque, donc des voies de signalisation, capsase, les MAP kinases, etc. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va accélérer la sénescence du disque, ça va accélérer l'autophagie, ça va accélérer la mort des cellules discales. Donc qu'est-ce que ça va donner à la fin? Ça va, bien sûr, être parmi les causes de la dégénérescence discale. Donc nous avons vu au niveau de la dégénérescence discale que c'est multifactoriel, qu'il y a la génétique qui vient en premier, qu'il y a les choses biomécaniques qu'on connaît tous, et puis il y a ce qui se passe au niveau moléculaire. Parce qu'au niveau moléculaire, on découvre qu'il y a beaucoup de voies de signalisation et qu'il y a des mécanismes particuliers, en particulier l'hypoxie, l'autophagie et l'apoptose. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un déséquilibre de la synthèse des protéines, c'est-à-dire plus de catabolisme que d'anabolisme. Et ça, c'est médié, bien sûr, par les enzymes. Ça, c'est des choses qu'on connaissait avant. Les métalloprotéases et puis les agréganases. Alors, pour l'apoptose, les actualités, c'est qu'on connaît mieux comment ça se passe. Parce que, regardez, ici, différentes voies de signalisation. Donc, c'est des choses qui sont dures à suivre. C'est comme ce qu'on est en train de découvrir au niveau de l'APR. Beaucoup d'actualités, beaucoup de voies de signalisation. Donc c'est un peu la même chose pour le disque intervertébral, beaucoup d'actualités pour la communication
cellulaire à l'intérieur du disque. Et les causes qui déclenchent cette apoptose, donc à côté de ce qui est biomécanique, il y a des choses biochimiques et le traumatisme. Donc les voies de signalisation, on ne va pas les voir. Et là, une dernière notion qui est la mécanobiologie. Donc je vais simplifier ça, parce que ce n'est pas la mécanique, mais c'est la mécanobiologie. Donc qui dit mécanobiologie, c'est-à-dire un stress mécanique, la cellule qui va répondre, qui va ajuster les molécules via des voies de signalisation, et ça, après le changement de transcription de gènes. Donc c'est vraiment une équipe qui va travailler entre stress mécanique et ce qui se passe au niveau des cellules, molécules et expression génétique. Donc le signal mécanique, la réponse cellulaire, la transcription génétique. Et ça a été prouvé puisque sur une dernière publication, toute nouvelle là aussi, donc on a trouvé qu'il y a les mécanorécepteurs, qu'il y a plus de mécanorécepteurs dans le disque dégénéré par rapport au disque normal. Donc regardez les mécanorécepteurs. Donc là, c'est des noms qu'on ne va pas retenir. Mais ce qui est la différence, c'est que sur les 6 dernières diapos, on a plus de mécanorécepteurs en comparaison avec le disque normal. Ça, c'est pour réconforter la mécanobiologie. Alors là, ce n'est pas une actualité parce que c'était sur la revue de Rheum et on a lancé le débat. Est-ce que la dégénérescence discale, c'est quelque chose qui vient de l'os sous-chondral? Donc ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Mais qui dit disque intervertébral, ça fait rappeler ce qui se passe au niveau du plateau vertébral et en particulier l'intérêt de l'inflammation au niveau de la dégénérescence discale. Et ça, c'est le modique 1. Donc vous avez l'inflammation et ça, c'est une bonne indication éventuelle pour les nouvelles voies thérapeutiques. Donc on arrive au dernier chapitre qui est beaucoup plus succinct, les nouvelles thérapeutiques. Donc avant, c'était réparer, donner des anti-inflammatoires. Maintenant, c'est la réparation, la réparation qui se passe au niveau de la cellule ou bien à travers les gènes. Avant de passer à la médecine régénérative, je voulais vous passer cette diapo, qui est un travail récent, un essai clinique réalisé, multicentrique, réalisé en France et dans lequel le professeur Rano a participé. Donc un essai clinique dans lequel on a injecté une dose de corticoïdes à l'intérieur du disque. Donc de l'inflammation pour un anti-inflammatoire cortisonique. Donc ça, c'est pour lancer le débat aussi par la suite par rapport à la toxicité de corticoïdes par rapport au disque. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Alors ils ont trouvé que donc il y avait un objectif primaire, c'est l'évolution de la douleur après 1 mois. Et regardez le P. Donc le fait de mettre un corticoïde, une dose de corticoïde à l'intérieur du disque, ça diminue la douleur après 1 mois d'évolution. Mais cette supériorité, cette efficacité, elle va s'estomper avec le temps. Donc ça, c'était les corticoïdes. Il y avait aussi le débat sur les anti-TNF. Et les anti-TNF, ça continue parce que c'est des études contradictoires. Il y a des études qui montrent que le TNF-alpha, c'est la cytokine clé de l'inflammation au niveau du disque, à côté de l'IL-6. Donc ici, on comprend que le TNF, il est dans les différents mécanismes de la dégradation du disque. Donc une dernière publication en 2016, aussi bien pour diminuer la prolifération des cellules, augmenter l'inflammation, la dégradation de la matrice extracellulaire, il accélère l'apoptose, il diminue l'autophagie. Donc il est impliqué dans tous les mécanismes de la dégénérescence discale. Et là, les essais cliniques n'ont pas encore tranché, donc il y a beaucoup à faire au niveau des anti-TNF. Donc la médecine régénérative proprement dite, ça c'est 3 voies, la thérapie génique, la thérapie cellulaire et l'ingénierie tissulaire. Alors ce qu'on va voir, c'est essentiellement la thérapie cellulaire et tissulaire. Alors ici, les cellules, c'est à partir des différentes cellules, soit les cellules du noyau pulpeux,
soit les chondrocytes articulaires, les cellules souches, ou bien une nouvelle donne, les cellules qu'on dirige. Alors ici, les chondrocytes, cette voie a été abandonnée. Pourquoi? Parce qu'on sait que les cellules du noyau, ce ne sont pas des vrais chondrocytes, elles sont différentes des chondrocytes. Donc ici, vous avez un schéma qui donne les différentes sources. Donc c'est des cellules, différents types cellulaires, une prolifération, et on va injecter en s'aidant avec l'ingénierie tissulaire donc c'est une thérapie ciblée. Donc les cellules mésenchymateuses, c'est soit de la moelle, soit de la peau. Et là aussi, l'ingénierie tissulaire, donc ça aide à garder les cellules, à augmenter la viabilité, c'est améliorer ce qui a été prélevé. Il y a même des travaux qui essayent de classer là où on peut mettre les traitements. C'est-à-dire, nous, on arrive à un stade avancé. La thérapie, la médecine régénérative, c'est agir au début. Agir au début pour essayer d'éviter d'avoir un disque dégénéré, donc avant d'arriver au stade des prothèses. Donc pour récapituler cette présentation, donc je voudrais vous passer le message sur la cellule, le phénotype particulier de la cellule du noyau pulpeux. Donc ce ne sont pas des chondrocytes, c'est des choses qui diffèrent des chondrocytes parce qu'elle a un phénotype particulier. Elle a des marqueurs spécifiques. Il y a une communication entre la cellule notocordale et la nucléopulpocyte. La dégénérescence du disque, c'est plus le stress mécanique, point barre, c'est d'abord la génétique, après ce qui se passe au niveau des cellules via les voies de communication et ce qui se passe au niveau moléculaire. Et tout ça, c'est médié par des choses qu'on ne connaissait pas avant, l'apoptose des cellules accélérée, l'autophagie des cellules qui est protecteur, qui est diminuée, l'hypoxie accélérée, le stress oxydatif. Et les thérapies ciblées, peut-être que ça va constituer le traitement de l'avenir. Donc Neil Armstrong dit que la recherche crée de nouvelles connaissances. Donc il faut attendre l'avenir pour voir ce que ça va nous montrer pour les traitements du disque intervertébral. Merci.